Alors, clin d'œil à ce chapeau, puisque vous êtes plusieurs à avoir noté que je mettais de temps en temps un chapeau pour les vidéos. Donc celle-ci, c'est notre traditionnel entretien dominical avec Karl Brochu. Et manifestement, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter en direct, puisque ça, les commentaires, etc., c'est très agréable. Donc je vous remercie. N'hésitez pas également à suivre sur ma chaîne. Je pense qu'à terme, je ferai des directs, mais peut-être plutôt sur Substack, qui est vraiment le média auquel j'attache et j'accorde le plus de temps pour plusieurs raisons. D'une part, c'est celui dans lequel je peux m'adonner à l'écriture, mais il y a une version sur Patreon lue par une voix humaine, et sur Substack, sur l'application, vous avez la possibilité d'écouter aussi des versions lues par une intelligence artificielle. Dans tous les cas, il y a des solutions, mais pour moi, la possibilité de poser les choses par écrit, compte tenu des sujets que je traite, comme le double assassinat de Washington, comme le sionisme, comme les sociétés secrètes, comme le binôme Macron, comme tous ces sujets-là sont des sujets extrêmement délicats, extrêmement tendus, surtout quand tout ça est greffé avec des noms comme Khazar, comme Rothschild, etc. Donc je vous remercie de découvrir ce travail qui est toujours gratuit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par gratuit ? Si jamais vous n'avez pas les moyens ou que vous souhaitez découvrir, il suffit de faire une simple demande, y compris pour les lettres qui sont bloquées, en fait, uniquement pour les abonnés. En revanche, quand vous êtes abonné, vous avez accès à tout le temps en direct. Et si vous décidez de ne pas faire de demande, ce qui est complètement dommage parce que j'aime recevoir des messages, eh bien, de toute façon, 2, 3, 4 ou 5 jours après, les lettres deviennent accessibles. Je ne sais pas si ce sera longtemps comme ça, parce que parfois je trouve que c'est un minimum de respect pour les personnes qui lisent tout le temps depuis des semaines, depuis des mois, et qui n'ont jamais eu un seul mot de remerciement. D'ailleurs, j'ai constaté d'une façon générale sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui ne savent faire que des critiques, qui sont toujours là à écouter, comme quoi ça les intéresse, mais qui ne font que des critiques. Je suis en train de préparer un certain nombre de lettres sur des sujets qui sont nouveaux, auxquels que je n'avais pas traité, ou alors vraiment extrêmement superficiellement, et je l'annoncerai au fur et à mesure dans les prochains jours. Mais je peux déjà vous dire que j'ai travaillé avec quelqu'un qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui est très discret sur les réseaux sociaux, et qui m'a fait une analyse des courts portraits d'acteurs de la résistance, et c'est passionnant. Alors je ne sais pas sous quel format je mettrai ça, mais c'est très intéressant parce que c'est un peu comme une critique de film. Vous voyez, quand vous allez voir un film au cinéma ou quand vous voyez un acteur, il y a des gens qui critiquent la manière avec laquelle il a joué son rôle, la manière avec laquelle il a emporté ou pas son public, l'émotion qu'il a transmise, et c'est le ton qu'on va choisir, le ton qu'on va mettre en place. Il n'y aura aucune volonté négative, juste une volonté de partager finalement une capacité à regarder, entre guillemets, le monde dans lequel on évolue avec un peu de recul. Mais il y aura d'autres surprises comme ça. Ce sera sur ma lettre Substack, et de temps en temps je reprendrai un certain nombre de sujets. Par exemple, j'ai fait 2 lettres sur ce qui s'est passé à Washington. Une 3e arrive parce qu'au fur et à mesure, d'autres informations, d'autres questions sont soulevées, et à chaque fois plus importantes, en particulier sur le fait que Trump sait. Et ça, c'est vraiment une nouvelle très importante, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche, qui est vraiment proche, explicite cela.
Et alors j'en dirai pas plus pour pas déconnecter les sources, mais que Trump sait très bien ce qui s'est passé à Washington, mais il est pris au piège parce qu'en fait il n'a pas de solution. Soit il se tait et il se compromet encore plus, c'est ce qu'il a décidé de faire, soit il parle et c'est sa vie ou même sa vie et celle de ses proches qui est en danger. Parce que dénoncer ce qui est en train de se passer, c'est plus que risquer sa vie. Et donc ça, j'en parlerai dans une lettre à paraître a priori demain. Et j'expliquerai tout ça, mais de façon extrêmement claire, une lettre sur Substack. Donc vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com pour que je vous aide si vous n'avez pas réussi à trouver Substack. Et également, j'en ferai une vidéo, sans doute mercredi ou jeudi, sur ce sujet. Alors, je ne sais pas encore avec qui. Vous m'avez dit beaucoup de bien de la vidéo avec Richard Boutry, qui a extrêmement bien marché sur son site, puisque je crois, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, que c'était son record depuis des mois. Et non seulement en termes de vues, mais en termes d'audience, c'est-à-dire que les gens sont restés sur la vidéo le plus longtemps, et parce que c'est ça qui est aussi important. Vous savez, les chiffres ne veulent rien dire. On peut avoir 1 million parce qu'on a payé beaucoup de pubs ou qu'on est favorisé par les algorithmes, mais on peut être très défavorisé par les algorithmes. Mais les gens viennent, ils cherchent, et c'est toute la différence entre la popularité apparente et la profondeur du travail. Et donc ça aussi, j'en parlerai, et ça, je pense que ce sera dans une lettre que je vais publier aujourd'hui. Alors je vous explique comment je travaille avec les lettres. Depuis des années, je prends plein de notes, et souvent je garde ça de côté parce que je publiais déjà beaucoup sur X, que Substack n'existait pas, et donc c'est toutes ces choses qui sont accumulées, toutes ces questions, toutes ces lectures, et au fil du temps maintenant, en même temps que l'actualité évolue, eh bien je peux aider à esquisser ce tableau en clair-obscur, ce tableau eschatologique du monde dans lequel on vit, et le partager avec vous. Je reçois maintenant de plus en plus de messages qui non seulement me confirment dans ce choix, dans ce chemin de pèlerin assez solitaire, puisque mais de moins en moins solitaire, puisqu'en fait tous vos commentaires, toute l'énergie que vous partagez avec moi, évidemment me nourrit face à tout ce que j'observe, et finalement à toutes ces questions. Donc, eh bien voilà, vous avez entendu une cloche sonner. Donc je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Lisez mes lettres Substack au sujet du double assassinat de Washington. Ces images extrêmement troublantes. Qui est-il, lui? Et c'est quoi ce chiffon rouge qui est ramassé et qui est escamoté? Regardez, tac, 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 tour de magie, ça disparaît. Ils sont tous là, ils n'ont rien fait, des dizaines de personnes, un musée, les caméras. Et quand vous lirez la lettre, vous serez encore plus surpris. Je suis désolé pour ce teasing, mais je travaille tellement. Peut-être 15 heures minimum chaque jour, et c'est la seule manière que vous avez de continuer à m'encourager matériellement, parce que ni sur YouTube ni sur X c'est possible. Alors merci d'y venir. Ici, le binôme Macron arrive au Vietnam.
Méfiez-vous des images. Les images sont là pour vous dire quelque chose qu'ils veulent vous dire. Il n'y a jamais de hasard. Ce n'est pas fortuit. Ils savent très bien que toutes les caméras sont braquées, les appareils photo. Encore une fois, c'est une astuce diabolique pour vous faire croire qu'il n'est rien, et c'est le piège. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, till freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed and sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Salut, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Je sors de la douche. Oui, hein, c'est ça que j'ai cru comprendre, ton petit retard, mais il n'y a pas de problème. Écoute, tu as produit une vidéo que j'ai écoutée tantôt avant l'émission concernant l'attentat de deux membres de l'ambassade d'Israël à Washington. Tu soulèves beaucoup de questions. On doute, c'est Arnaud Develay qui m'en a parlé le premier vendredi matin. On doute qu'on récupère cette nouvelle-là pour encore une fois là, diaboliser le Hamas, la Palestine, les méchants terroristes et de faciliter la tâche à Netanyahou pour continuer son génocide. Peux-tu nous, sans reprendre ta vidéo, Tu sais, oui. alors, je vais essayer d'expliquer ça très simplement. C'est ça. Quand il y a un événement comme ça qui se passe, il y a un certain nombre d'objectifs qui soit un événement pièce ou un événement, une coïncidence. Il y a des gens qui attendent ces coïncidences, il y en a qui créent des coïncidences, mais quoi qu'il arrive, dès que ça arrive, l'idée c'est de transformer la chose en une force pour toi. Il y a le exemple de ceux qui veulent accompagner le génocide à Gaza, qui voient évidemment dans un attentat qui est immédiatement qualifié d'antisémite une extraordinaire chance, puisque ça se passe à un moment où les opinions publiques mondiales sont de plus en plus en grande défiance vis-à-vis d'Israël, et que de nombreux gouvernements sentent ça et se disent à quel point je peux faire un bras de fer, entre guillemets, avec ma population, mais également avec de plus en plus de députés. Et donc, quand tu as un événement comme ça, la cible immédiate, c'est évidemment pas les peuples, puisque au fur et à mesure, avec les découvertes qui sont faites sur l'assassinat de Kennedy, les découvertes qui sont faites sur le 11 septembre, sur le 7 octobre, sur le Covid, les gens savent que les gouvernements nous mentent, que les services secrets nous mentent, que les médias nous mentent. En revanche, un tel événement va permettre de cristalliser tous les leaders d'opinion. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une justification pour dire à leur peuple, même si leur peuple se méfie, pour dire, écoutez, il vient de se produire un événement antisémite, il vient de se produire un crime, on sait tous les problèmes qu'il y a à Gaza, mais vous ne pouvez pas continuer à avoir cette attitude de haine, vous ne pouvez pas continuer à manifester, parce que ça va nuire aux populations juives qui vivent dans notre pays et qui vont se sentir en danger, en insécurité. Donc on va devoir changer les lois, on va devoir rendre ces lois plus sévères
pour ceux qui osent critiquer le gouvernement d'Israël. Et donc, en fait, cet événement, il a un premier impact, c'est que il va permettre de ressortir toutes les lois pour dire il y a un discours de haine à l'encontre de l'État d'Israël. Et vous voyez, ce discours de haine, il est converti en haine contre les Juifs. Parce que c'est ce qui était dit, en l'occurrence, sur tous les tableaux. Donc, c'est de dire il y a manifestement une confusion chez les esprits faibles, entre guillemets, ce qui sera la manière avec laquelle va être présenté le suspect de l'assassinat, et qui peut créer du chaos dans les villes, des assassinats, etc. Donc on doit corriger ça. Et ça peut aller, et c'est une des pistes de Macron, jusqu'à l'interdiction de tels sujets sur les réseaux sociaux. C'est plus de la modération, c'est l'interdiction. C'est-à-dire que les réseaux sociaux deviendraient uniquement un lieu de plaisanteries douteuses, de pornographie, de discussions autour des derniers matchs de football, en fait, tout ce qui rabaisse sans cesse les gens à un niveau à peine supérieur à celui d'un animal. C'est-à-dire, on n'est plus dans une réflexion poussée, on est dans le commentaire de choses qui, classiquement, créent un débat qui permet de passer des soirées enfiévrées, mais pas tellement dangereuses, autour d'une bière depuis que le sport existe, entre guillemets. Et le deuxième impact qu'on observe après cet événement, c'est que la dynamique de Trump, qui essayait de s'éloigner, entre guillemets, de Netanyahou et de son narratif, elle a été complètement brisée. Mhm. En plus, cet événement se passe en parallèle de discussions qui ne sont pas simples avec l'Iran, de discussions qui ne sont pas du tout simples avec la Russie, indépendamment du respect qui existe entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On voit bien avec les attaques massives de drones, dont une attaque massive de drones sur l'hélicoptère de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que des services secrets savaient que Vladimir Poutine avait l'intention de se rendre dans la région de Koursk pour montrer qu'elle était vraiment sous contrôle. Et son hélicoptère a manifestement été identifié et il a été ciblé par des centaines de drones. On a appris ça aujourd'hui. C'est une attaque qui a eu lieu le 20 mai contre l'hélicoptère présidentiel russe. Et par chance, les systèmes de défense de l'hélicoptère et de défense aérienne qui, évidemment, encadrent cet hélicoptère, surtout quand il s'approche du front, ont permis d'éviter une catastrophe. Mais tout ça montre à quel point on est véritablement avec des gens qui ont énormément de moyens. Parce que c'est évidemment pas Zelensky qui a une vision stratégique quelconque, puisqu'il est toujours à droite et à gauche à faire ce que lui demande de faire Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il est au Vatican, il est à Bruxelles, il est dans sa salle de cinéma pour se mettre, tu sais, sa salle avec écran vert, là où ça lui permet d'être projeté un peu n'importe où, comme dans un film. Et donc, on voit que cet épisode est extrêmement important. Je ne sais pas à quel point, au Québec, on vous l'a mis dans les télés énormément, mais en tout cas en France, c'est monté crescendo, c'est-à-dire le matin, quand c'est arrivé dans les rédactions, ils en parlaient, mais pas trop, et d'un seul coup, ça s'est déversé avec les éléments de langage. Un couple, il venait d'acheter la bague, il allait demander sa main à Jérusalem, elle juive, lui chrétien, travaillant à l'ambassade d'Israël et assassiné à la fin d'une réunion au musée juif de Washington. Et l'assaillant, un Américain, présenté un peu comme un pauvre type, tu vois, quelqu'un qui a un peu raté sa vie, qui essaye d'être
entre guillemets, quelqu'un qui écrit des manifestes, qui aurait écrit un manifeste disant « Il faut que la guerre arrive aux États-Unis » à son nom. Et sous-entendu, en faisant ça, il souhaite faire la guerre. Mais le même, entre guillemets, bizarrement, dans les documents beaucoup plus sincères que ce manifeste qui a l'air d'être un peu téléphoné, disait qu'il était un fan absolu d'Aaron Bushnell, celui qui s'est immolé par le feu. Et donc il y a une grande contradiction entre quelqu'un qui, pour montrer un drame, se sacrifie lui-même, et quelqu'un qui, pour montrer un drame, aurait sacrifié d'autres personnes. Mais c'est là qu'on arrive à vraiment quelque chose de très important, et je ne voudrais pas trop dévoiler ma lettre d'aujourd'hui sur Substack. J'aimerais vraiment que les gens la lisent et qu'on en débatte dans 2-3 jours ensemble, tu vois, une fois que le plus de personnes possible l'auront lu, parce que moi, en fait, tout ce qu'on fait ensemble, Karl, c'est bénévole, et les lettres, de temps en temps, quand j'ai des lettres où je pense qu'elles sont vraiment importantes, j'espère que les gens vont comprendre l'intérêt qu'elles ont pour eux et auront envie de prendre un abonnement ou de faire un don. Donc voilà, de temps en temps, je ne veux pas tout dévoiler et je veux garder un peu pour mon compte. Mais il y a un sujet, c'est pour ça que je suis arrivé à peine douché à l'émission, dont j'aimerais qu'on parle après, qui m'a beaucoup troublé aujourd'hui. Oui, juste. C'est une lettre dans laquelle je parle quelque part finalement du showbiz et du monde du spectacle, d'Hollywood, du monde du sport, etc. Et comment tout ça nous amène à cet épisode de Washington qui fait partie d'une longue série d'événements fortuits ou pas fortuits, mais qui sont parfaitement exploités par ceux qui y trouvent intérêt. Alors de temps en temps, pour le Covid par exemple, c'est l'inverse, c'est-à-dire le Covid était censé détruire la Chine, et on sait maintenant que c'était une arme qui avait cet objectif, et les Chinois ont su, en judoka, détourner l'impact qui devait les détruire pour finalement assainir et remettre sur le droit chemin leur pays, entre guillemets. Donc voilà, je vous invite à découvrir mon Substack. Oui, puis sans rentrer dans les détails de cet article que j'invite les gens, moi aussi, à aller lire et s'abonner, ce que tu me dis ce soir, puis qui est intéressant, que ça soit provoqué ou pas, quand l'événement arrive, ils ont l'organisation pour mettre ça à leur avantage, pour amplifier des crises qu'ils veulent voir apparaître ou ils ne veulent pas voir disparaître. Et on comprend très bien là, que ça fait l'affaire à Netanyahou. Puis je veux juste mettre à l'écran ce discours-là de Netanyahou qui il fait la leçon d'histoire à notre quatuor satanique là, qu'on couvre. Parce que là, ça fait pas son affaire ce que Starmer, Macron et Carney ont dit sur ce qui est en train de se passer à Gaza ces derniers jours. Je veux juste te faire écouter ça pour montrer comment ce gars-là est dans sa bulle. I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Now, these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever. I say to President... C'est ça que je veux te dire parce qu'au Québec, là, tu te posais la question de savoir comment on a traité la nouvelle au Québec. C'est constant. On est très loin du Proche-Orient ici au Québec et on est très dans la matrice Hamas, terroristes, juste bon à éliminer. Puis souvent, on va nous sortir l'argument massu que la Hamas utilise des enfants
pour faire des actes terroristes en Palestine. L'autre argument, c'est qu'il n'y a pas personne qui est capable d'endurer les Palestiniens autour d'eux, créer des chicanes où ils réussissent à se réfugier. Cet événement-là a le potentiel, effectivement, de renforcer ce mythe-là, que grâce à toi, Bertrand, tu es un des rares là, au Québec qui vient nous expliquer que c'est un piège à con, ça, d'embarquer dans ce jeu-là de haine. Et on essaie d'identifier des terroristes. Le terrorisme est encore une fois un concept à géométrie variable qui sert quand ça fait leur affaire. Ils sont capables de monter en épingle des événements pour diaboliser des gens qu'on veut diaboliser. Exactement. Mais tu sais, moi j'ai un compte X qui est ouvert depuis longtemps, dans lequel je n'efface pas ce que j'écris, même dans le passé. Et si les gens regardent mon compte le 7, 8, 9 octobre 2023, qu'est-ce qu'ils vont constater? Immédiatement, je comprends le piège, exactement comme là, si tu veux, pour avoir vécu le 11 septembre, l'incendie de Notre-Dame, le Covid, etc. C'est tout le temps la même mécanique, invariablement. Et j'essaie de le décrypter, mais c'est tout le temps la même mécanique. Et qu'est-ce que j'avais dit à ce moment-là, le 7 octobre? D'une part, que ça valait le coup d'essayer de très vite comprendre ce qui s'était passé et comment ça s'était passé, et peut-être même pour qui ça s'était passé, et pas forcément pourquoi en apparence on pourrait imaginer que ça ait pu se passer comme on nous le racontait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est j'avais dit, surtout pas d'escalade, il faut essayer de faire la paix parce que ceux qui ont fait ça veulent cette escalade. Et donc l'escalade, c'est le piège en fait. C'est là où veulent aller ceux qui ont créé cet événement. Et c'est là où j'en ai voulu à beaucoup de personnes qui pensent défendre la cause palestinienne. Et il y en a qui continuent à avoir ce vocabulaire. C'est-à-dire, ils prétendent comprendre la cause des Palestiniens, des civils palestiniens, et ils trouvent extrêmement courageux l'attitude du Hamas. Mais le Hamas, qu'elle ait été dans un piège ou pas, a commis un acte terroriste. Ils sont allés à la rencontre de civils pour les prendre en otage, avec le risque d'en tuer un certain nombre, etc. Et c'est pas même, enfin, peu importe ce que tu vis, c'est jamais la bonne solution. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se battre, mais voilà, le problème c'est que Gaza est un ghetto, c'est un piège, c'est un camp dans lequel les gens qui habitent sont condamnés à mourir, mais s'ils se battent, ils sont condamnés à mourir encore plus vite s'ils tombent dans le piège. Et donc leur seul espoir, c'est entre guillemets d'attendre des personnes de l'extérieur. Comme le seul vrai espoir des habitants d'un pays comme la France, dans lequel évidemment on n'a aucun homme politique de bon niveau, etc., c'est d'espérer ce que j'appelle de mes voeux, et ce pourquoi je me bats quotidiennement avec mes lettres, avec mes interventions sur X et ailleurs, c'est qu'un certain nombre de grands chefs d'État, avec les outils fournis par les BRICS, mais maintenant avec Donald Trump aux États-Unis, que je considère toujours comme un allié possible, même si là, il vient de se prendre un coup très violent avec ce qui s'est passé à Washington, parce que ça désarme complètement la dynamique dans laquelle il pouvait être. Même si je pense, et je vous expliquerai pourquoi, et c'est expliqué, je pense, bien dans la lettre, il sait que c'est complètement bizarre, entre guillemets. C'est ce que j'ai écrit dans la lettre comme une enquête de Colombo. C'est-à-dire qu'évidemment, il va avoir des dossiers qui vont venir à lui, mais il est pris au piège de l'opinion publique. Un peu comme ça avait été le cas avec le Covid. Trump savait que tout ça était quelque chose d'extrêmement bizarre, mais le travail qui avait été fait par les grandes marques, par
des pays comme la France, etc., pour inquiéter tout le monde, eh ben, il ne pouvait pas seul faire machine arrière. Il avait face à lui les labos, Fauci, pratiquement tous les États, à part peut-être la Floride. Donc, c'était très compliqué. Et donc, il faut véritablement... ça m'a troublé de voir Oui. l'image apparaître. Il faut avoir conscience que dans cette bataille, on a tous un rôle très important de ne pas tomber dans le piège de la violence. Ils nous attendent dans la violence. Ils nous attendent dans la haine. Ils nous attendent dans le harcèlement. Et ils ont créé les lois pour ça. Les lois pour nous crucifier lors de procès. Les lois pour nous embarquer en garde à vue. Les lois pour obtenir notre condamnation à des amendes ou à tout type de choses. Ça ne veut pas dire que les gens, les policiers, les fonctionnaires, les gens qui œuvrent dans ce sens sont des complices. Ça veut dire qu'en fait, ils appliquent quelque chose que malheureusement, nos députés, les représentants du peuple, ont laissé passer. Là, cette semaine, va être votée en France une loi sur l'euthanasie. Et il y a eu beaucoup de discussions depuis des semaines sur des amendements. Mais il n'y avait pratiquement personne. Les députés ont abdiqué. Pourquoi? Parce que le chef de la droite républicaine, entre guillemets, il s'appelle Retailleau, il est ministre. Donc quand tu es ministre, tu n'es pas vraiment dans l'opposition, puisque sinon tu dois partir. Donc il ferme sa gueule quand il n'est pas d'accord avec Macron. Et quand il est d'accord, il essaie d'obtenir un peu plus. Mais c'est tout ce qu'il fait, entre guillemets. Et donc, se dire que son parti l'a choisi, c'est complètement délirant. Le RN, là, en ce moment, il y a de telles batailles internes pour essayer d'obtenir que le parti se met complètement derrière Jordan Bardella et abandonne Marine Le Pen, que c'est devenu un parti complètement vide. Tu vois, il y a quelques députés européens ou français du RN qui font de temps en temps des bons discours, mais sinon, ils sont dans le suivisme. Ou alors, ils tombent dans le piège de la haine, ce dont je parlais tout à l'heure, donc la haine des étrangers, etc., puisqu'ils sont complètement dans le discours de Netanyahou que tu viens de présenter. C'est-à-dire, le discours de Netanyahou que tu as présenté est exactement le discours du Rassemblement national, est exactement le discours de Zemmour, est exactement le discours de tous les patriotes infiltrés en France. C'est tellement clair ce que tu expliques. Et moi, à l'image du FLQ dans les années 70 au Québec, où le gouvernement anglais, canadien-anglais, avait infiltré ce mouvement-là de libération pour en faire un groupe de terroristes. Ils l'ont manipulé de l'intérieur sans même que les leaders du FLQ puissent agir là-dessus. Et certains me posent cette question-là parce qu'elle revient souvent. Tu peux-tu expliquer qui a en partie financé le Hamas? C'est quoi qu'il y a derrière tout ça? Le Hamas a dû lui aussi être infiltré et être amené à faire des gestes que... Oui. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses assez facilement, enfin, le plus facilement possible. D'une part, à l'origine, la Palestine est un territoire qui est, entre guillemets, administré par les Anglais, après avoir été, pendant une période, sous domination turque. Et dans le cadre de cette administration, les Anglais décident, avec un certain nombre de pays, d'attribuer une partie de ce territoire à des Juifs pour créer un État d'Israël. Et alors, là, c'est très important, c'est que tout ça, en fait, est le fruit d'une opération à long terme. Il y a eu un certain nombre de documents, d'accords, de lettres, de choses qui ont été signées
et qui montrait bien avant la Deuxième Guerre mondiale que c'était prévu. Et d'ailleurs, au-delà de ces accords, il y avait beaucoup de personnes juives, effectivement. Parmi ça, il y a la déclaration Balfour, mais il y en a d'autres un peu moins connues et qui sont, voilà, par exemple, l'accord Havara, mais d'autres qui sont moins connues, mais qui sont beaucoup plus saisissantes. Et c'est pour ça que je ne vais pas me mettre à faire la liste parce que Non, non, non. soit les gens les connaissent, soit ils ont la curiosité, mais là, ce serait trop long. Mais il y a aussi eu quelque chose qui a été fait, c'est que les bonnes terres se sont mis à être achetées par des riches juifs pour y installer des kibboutz. Et donc, en fait, ils achetaient des champs et dans ces champs, ils installaient des villages autonomes, ce qu'on appelle des kibboutz. Et donc, il y avait des familles ou des groupes de familles qui venaient et ils commençaient à coloniser les terres. Ça, c'était bien avant l'État d'Israël qui a été donné suite à la Seconde Guerre mondiale en 1948. Et cette logique n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'avec les kibboutz, il y a eu une tradition très forte de terrorisme, c'est-à-dire une volonté petit à petit de relier les kibboutz entre eux et de prendre des contrôles de gros morceaux de territoire. Et tout ça a conduit à ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire à un moment l'expulsion. Donc ça, c'était suite à des guerres et tout, hein, mais l'expulsion de pans entiers de territoire de Palestiniens. Mais qui, en principe, et ça c'est quelque chose pour lequel se battait Kennedy, et c'est très important puisqu'il était le seul grand dirigeant international, plus que De Gaulle d'ailleurs, à se battre pour que les Palestiniens qui avaient été exclus de chez eux avec la Nakba puissent revenir chez eux. Et ça n'a jamais été le cas. Et les gens, ils partaient avec les clés de leur maison. Aujourd'hui encore, ça arrive en permanence. C'est-à-dire que j'ai vu des images encore aujourd'hui en Cisjordanie d'un village de 200 personnes qui avaient des surfaces agricoles importantes, mais souvent désertiques puisqu'ils n'ont pas accès à l'eau quasiment. Eh bien, une décision de justice leur a demandé de partir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un kibboutz qui s'est installé de force au milieu de leur terre. Et compte tenu des lois sur la sécurité, la mise en place de périmètres pour protéger les Israéliens, compte tenu des violences à Gaza, etc., eh bien, ces gens ont été exclus de chez eux parce qu'il a été constaté qu'il y avait des Israéliens qui vivaient dans cette zone-là. Et donc, les lois permettent de façon tout à fait légale de virer les gens. Donc, par la force, en fait, tu conquiers une petite partie de leur terrain, souvent avec l'aide de la police ou de l'armée, puis ensuite, tu fais constater que tu es là, alors qu'en réalité, tu y es depuis la veille, tu as monté la tente, mais ça suffit, puisque face à toi, tu as des gens qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. T'imagines qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats au barreau qui sont palestiniens ou arabes et qui acceptent de bosser pour quelques euros. C'est-à-dire que quand tu es palestinien ou arabe, la vie, elle doit être tellement dure déjà quand tu es avocat. Et tu as très peu d'organisations humanitaires. Enfin, tu vois, elles ne savent même pas comment faire. Entre les faire survivre, la réparation des voitures, des pneus qui sont crevés la nuit. Enfin, on n'imagine pas la vie, entre guillemets, des Palestiniens, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza. Ils sont harcelés en permanence. Aujourd'hui, il y a même des images d'un immense barbecue qui était juste à la frontière de Gaza où les gens sont affamés et ils se mettaient dans le sens du vent pour qu'il y ait les odeurs du barbecue qui puissent éventuellement, comme avec la rave party, exciter entre guillemets les Palestiniens. Mais revenons à ta question précise. Au fur et à mesure, comme tu le montres avec les cartes, le territoire a été grignoté. Et d'un territoire qui était connecté, c'est devenu un territoire qui n'est plus du tout connecté. C'est-à-dire au début, tu vois, tu avais des petites parties qui étaient ces fameux kibboutz.
Et petit à petit, ça a été séparé en deux. Et ça a été, entre guillemets, le coup de génie des négociateurs, le coup de génie diabolique, évidemment, des négociateurs côté Israël et tous leurs supporters, entre guillemets, ça a été de séparer un grand Gaza, puisque tu vois que Gaza est très grand, il est très long sur la mer, et c'est très très important la longueur de Gaza sur la mer, puisque c'est face à ce qu'était Gaza à cette époque-là que se trouve la totalité des champs pétroliers. Et donc, en raccourcissant, et des champs gaziers, en raccourcissant la bande de Gaza telle qu'elle a été faite sur le front maritime, déjà légalement, Israël s'est attribué quelque chose qui appartenait aux Palestiniens, c'est-à-dire le domaine maritime en face de leur côte. Et c'est considérable puisque ça représente des centaines de milliards de dollars. Et comme, par ailleurs, ils n'ont pas le droit d'aller en mer, Israël s'est déjà attribué de façon totalement illégale l'exploration de la zone qui revient à Gaza et sans doute déjà la production avec des compagnies pétrolières qui savent que si elles sont du côté d'Israël, il y a très peu de chances qu'on les emmerde. Puisque même le Liban, quand il y a eu l'explosion au Liban, il faut savoir qu'un peu comme le 11 septembre, ont été détruits tous les dossiers d'une négociation qui durait depuis 20 ou 30 ans sur les droits maritimes du Liban. Et vous savez qu'Israël veut récupérer le sud du Liban pour la même raison, parce qu'en fait, face au Liban, il y a d'énormes champs gaziers juste à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et donc, Gaza, qui perd l'essentiel de sa frontière avec l'Égypte, qui lui donnait une grande force, puisque ça leur permettait d'avoir de l'industrie, de la main-d'œuvre, etc., et sa frontière maritime, se retrouve tout petit, complètement enclavé. Ce qui, à cette époque-là, n'est pas le cas de la Cisjordanie, qui est grande, qui a de l'agriculture, qui a la possibilité d'échanger avec la Jordanie voisine, etc. Et donc, tu as deux mondes complètement différents et qui ne se comprennent plus. C'est-à-dire qu'à Gaza, c'est en réalité la résistance historique depuis la nuit des temps aux Juifs. Ce sont les Philistins. Ce sont des peuples qui ont résisté tout le temps à ceux qui étaient infiltrés. C'est très... Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais Gaza est très particulier pour les Juifs, puisque au même titre que les Iraniens et les Russes, il y a toujours eu des relations compliquées, entre guillemets. Et je ne vais pas refaire l'histoire de la révolution russe, etc. Et bref, dans le Hamas, on a une population qui est enfermée dans un endroit magique de la Méditerranée. Comme dit Trump, ce serait un endroit, un resort magnifique. Tu es au bord d'un des endroits les plus beaux de la Méditerranée. Mais il se trouve que c'est les racines. Gaza, c'est vraiment une des plus vieilles villes de cette région du monde. Et donc, les Palestiniens, ils sont hyper attachés. Et quand ils se mettent à douter, entre guillemets, de la fermeté de ce qui se passe en Cisjordanie lors des discussions avec Israël, émerge un parti qui, en apparence, a l'air d'être beaucoup plus combatif, qui est le Hamas. Mais il y a d'autres, hein. Il y a des fronts révolutionnaires, etc. Il y en a d'autres, mais le Hamas émerge, d'une part parce qu'il a beaucoup de moyens, parce qu'il se débarrasse dans cette région également, selon les mêmes méthodes que le Mossad d'ailleurs, de tous ceux qui sont un peu gênants. Tu as à la même époque Yasser Arafat qui perd en influence et qui meurt, et ça permet, puisque tu n'as plus ce personnage très légitime, de faire complètement émerger le Hamas, avec l'aide très forte de Benjamin Netanyahou, qui se vante maintenant, quasiment ouvertement,
d'avoir été celui qui avait compris l'intérêt qu'Israël pourrait tirer à terme du Hamas. Et on voit bien l'intérêt qu'Israël peut tirer du Hamas, puisque cet épisode du 7 octobre justifie tout. De la même manière que l'assassinat de Washington va justifier beaucoup de lois dans les pays occidentaux. C'est beaucoup plus important d'avoir en tête que l'assassinat de Washington aura un impact sur les lois et sur la liberté que sur la réalité du conflit du terrain, où là, ils se fichent de tout le monde. Ils font ce qu'ils veulent. Et s'ils obtiennent la censure chez nous, eh bien, en réalité, ils facilitent le travail des médias et de leurs alliés gouvernementaux, puisque les médias sont de toute façon dans ce narratif. Il n'y aura plus de narratif contradictoire. Et donc, quelque part, c'est à ça. Et c'est vraiment important d'avoir en tête que la manière avec laquelle cet assassinat est exploité, c'est pour les lois. Et donc, le Hamas naît comme ça, et le Qatar, qui a une position très ambiguë. Tu sais, le Qatar, pendant longtemps, il avait des liens assez forts avec l'Iran, mais il était en conflit avec l'Arabie Saoudite, et puis il y avait des problèmes avec la Syrie pour leur gaz. Tu sais, c'était le gazoduc qui devait passer par la Syrie ou pour apporter le gaz du Qatar, ou par l'Iran pour apporter le gaz de l'Iran. Et la Syrie avait choisi l'Iran, et paf, dans la foulée, il y avait une guerre civile qui avait commencé. Donc il y avait vraiment un lien très fort. Mais toujours en Syrie, les acteurs qui tiraient les ficelles, la France, qui faisait croire être amie avec l'Iran, mais en réalité, on voulait être ami d'un Iran faible et qui allait exploser de l'intérieur avec des révolutions. Donc c'est système BHL. Et on est amis avec le Qatar. C'est le Qatar qui possède le PSG, c'est le Qatar qui achète beaucoup d'armements à la France, qui est très riche, qui a des possibilités fiscales d'acheter énormément d'immobilier et d'hôtels. Enfin bref, donc ces gens-là, quand ils financent le Hamas, il faut comprendre que c'est également des gens en France très importants, puisque la France est extrêmement liée à Israël. On a une communauté juive qui est très puissante en France et qui incite véritablement tous ces mouvements de fond, en fait, et cette logique. Mais pendant longtemps, nous, on ne considérait pas le Hamas comme des terroristes. Le fait que le Hamas soit considéré comme un organisme terroriste, ça s'est passé du jour au lendemain. Et bizarrement, ils ont considéré que tout le Hamas était terroriste, alors même qu'il s'est avéré que les leaders politiques du Hamas, chose complètement délirante, parce que en fait, on a l'impression d'être dans un truc de fou. Ils n'étaient même pas au courant du 7 octobre. Ah oui, c'est ça. Le FLQ, là, il y a des leaders du FLQ dans les années 70. Il y avait des bombes qui explosaient un peu partout à Montréal. Puis effectivement, les leaders du FLQ, ils se parlaient entre eux autres. Ils ont dit, c'est-tu toi qui as commandé ça? Non, c'est pas Oui. moi. Il n'y avait pas personne dans la gang. C'était le Canada anglais puis la GRC qui montait ça. Exactement, exactement. Exactement. Mais c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est les mêmes mécanismes. Et d'ailleurs, à tel point que c'était en couverture du Nouvel Économiste, presque 10 ans plus tôt, cette image des deltaplanes qui s'affrontent dans le ciel de Gaza. Ah oui. Netanyahou et le Hamas. Tu vois, c'est mieux que de gagner au loto, d'être capable de faire une couverture comme ça. Et comment le Hamas s'est retrouvé avec des deltaplanes et des... Bon, enfin bref, peu importe. De toute façon, le drame est arrivé. On ne peut pas revenir en arrière sur ce qui s'est passé le 7 octobre. On ne peut pas revenir en arrière sur la non-volonté de faire une enquête, même si elle a lieu. Mais ce n'est pas une enquête gouvernementale et de toute façon... Voilà, elle révèle en tout cas que beaucoup de gens en Israël savaient pour le 7 octobre bien avant que ça arrive. On sait par le ministre de la Défense égyptien que Netanyahou savait puisque l'Égyptien l'avait prévenu 15 jours avant. Et donc peut-être que c'est ce qui explique que les lignes de défense de Gaza ont reculé, beaucoup de soldats ont eu des pertes et que finalement... un peu comme l'incendie de Notre-Dame, il n'y avait personne de compétent pour arrêter la sortie
des gens du Hamas sur leur vélo avec des mitraillettes et dans des petites jeeps et dans des petits machins face à une armée d'avions, une armée de drones, une armée d'hélicoptères Apache et de tanks et de ceci et de cela qui ont mis des heures et des heures à intervenir dans un endroit où quelqu'un sort un couteau et tout de suite il a autour de lui 300 personnes avec des mitraillettes. Non mais c'est passé. Et quand vous lirez ma lettre sur Washington, et j'espère que certains d'entre vous la liront, et si vous ne la lisez pas avant mercredi, parce que ça vous embête de vous inscrire, elle sera disponible mercredi. Mais voilà, il faudra attendre un peu Et Bertrand, moi, de suspense. je Oui. réalise qu'il n'y a rien pour le peuple palestinien parce qu'ils font face à une machine de guerre gigantesque, un empire du mensonge capable de détruire tout sur son passage. Et il faut bien comprendre, puis tu me fais comprendre ça ce soir, cet événement-là à Washington, puis on va surveiller ça de près, sert à nous fermer le bec, en fait. Exactement. C'est juste ça. C'est pas pour attaquer l'Iran, ça change pas grand-chose à ce niveau-là. Mais sur la liberté d'expression, oui. C'est ça. Parce que sur le reste, si ils attaquaient sur le reste, sur le terrain pour dire « Ah ben non, on donne plus de vivres et tout », ils savent qu'ils se prendraient directement les Chinois, les Russes, tout le monde dessus. Et donc, ils sont beaucoup plus habiles que ça. Ils font semblant de ne pas exploiter ça sur le terrain de Gaza parce que, de toute façon, il n'y a plus de nourriture et d'eau, donc une semaine de plus, et c'est vraiment l'hécatombe. Mais véritablement, là, les enfants commencent à mourir par dizaines chaque jour de famine. Les images sont complètement folles. Donc, ils font semblant d'être surpris et de ne pas aller sur le terrain là, parce que tout le monde aurait pu dire, regardez, ils vont finalement pas donner de nourriture. Et non, c'est l'astuce du diable, c'est de te prendre à contre-pied. Tu penses qu'il va t'attaquer là, et il te donne un coup derrière la tête. Tu penses que c'est ton nez qui vise, en fait, il vise ta nuque. Tu penses qu'il vise nos muscles et qu'il veut nous mettre les menottes. Non, il veut nous mettre un bâillon. Il s'en fout de notre force. Il s'en fout des Palestiniens. C'est juste une question de temps maintenant. Sauf si Trump décide de travailler main dans la main sur cette question avec Ben Salman, avec Poutine, avec Xi Jinping et également avec l'aide d'Elon Musk qui malheureusement est en train d'être complètement harcelé tellement fort qu'il a un mal fou à se dépêtrer de cette situation. Il est en train de devenir l'ombre de lui-même. Et écoute, il s'est passé quelque chose dans le bureau ovale, puis on sait que Elon Musk est d'origine sud-africaine. Puis dans le bureau ovale, j'en ai pas parlé en fin de semaine. J'aimerais peut-être avoir juste un petit commentaire sur l'événement où des membres de l'Afrique du Sud se sont fait sermonner par l'équipe Trump concernant les politiques d'apartheid mis à l'encontre des Blancs, des Boers en Afrique du Sud. Peux-tu me parler un peu de cet événement-là que je n'ai pas abordé en fin de semaine? Alors déjà, il faut savoir que, tu sais, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de gens qui disent « n'écoute pas ce qu'ils disent, regarde ce qu'ils font ». Et c'est pas parce qu'ils disent à la télé ou qu'ils sont un peu humiliés ou qu'il y a un moment comme ça que ça changera quoi que ce soit à la politique, ni de l'un ni de l'autre. Ça, c'est vraiment du cinéma, cet épisode. Ah oui? Et c'était du cinéma dans lequel s'est laissé embarquer Trump. L'objectif, ce n'était pas du tout les Boers, ce n'était pas du tout la sauvegarde des Blancs, c'était de dire au président sud-africain « Mon coco, t'as osé attaquer Israël à la Cour internationale de justice pour génocide. Regarde ce qui te pend au nez. On va t'embarquer là et tu ne pourras pas t'en sortir parce que tu es toi-même complice d'une sorte de génocide. Donc tu devrais vite fait reconsidérer ce que tu es en train de faire là-bas. » Mais Trump s'est fait avoir.
C'est-à-dire que Trump, quand ses conseillers lui ont parlé de ça, il trouvait ça génial. Parce que Trump, il n'aime pas que les gens meurent. Il n'aime pas les guerres. Mais évidemment, il n'a pas tellement envie d'empêcher l'Afrique du Sud de faire une partie du travail qu'il fait en révélant les dossiers Kennedy, en montrant qu'il veut la paix avec l'Iran, etc., etc. Même si beaucoup de gens en doutent. Et donc, il est tombé dans le piège parce qu'en fait, il voulait faire ça pour que le président sud-africain dise oui, on va arrêter, on ne va pas faire de mal, on va arrêter cette politique, etc. en Afrique du Sud. Politique que par ailleurs, il aura beaucoup de mal à arrêter, puisque avec les flux de migrants qui viennent de toute l'Afrique dans l'Eldorado sud-africain et la pauvreté, la crise qui frappe très très fort l'Afrique du Sud, les gens, tu sais, deviennent violents. C'est très impressionnant d'ailleurs de voir qu'à Gaza, les gens ne deviennent pas violents avec les conditions de vie qu'ils ont. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de confort. Dans n'importe quelle société, les gens deviendraient violents. Tu aurais de la barbarie qui se mettrait en place, tu aurais des choses terribles. Là, pas du tout. Donc, le pari de Trump, c'était, et ça faisait plaisir à Elon Musk, c'était de dire aux Sud-Africains, arrêtez, vous ne vous rendez pas compte, ça déborde. Mais ceux qui ont créé ça pour Trump n'avaient pas cette idée en tête. C'est-à-dire les gens qui lui ont dit, tiens, tu accueilles celui-là, tu vas pouvoir faire cet épisode, eux visent la Cour internationale de justice. Et c'est vraiment tout le temps comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que le président sud-africain, avant de pouvoir calmer son peuple, etc., et d'essayer de faire autre chose, il a surtout besoin que les pays comme l'Amérique arrêtent de le sanctionner, que les pays comme l'Europe arrêtent de le sanctionner. Parce qu'en fait, les sanctions contre l'Afrique du Sud, elles sont tombées pas à cause de ce qui se passe entre les Blancs et les Noirs. Elles sont tombées à cause de la décision de l'Afrique du Sud en 2023 d'attaquer Israël en justice. Bien sûr, c'est ça que je veux que tu rappelles aux gens ce soir. J'ai l'impression que, effectivement, puis là, tu m'expliques très bien le piège. Parce que on a un des pays qui a vécu l'apartheid a fait, c'est ce qui donnait du poids à cette plainte-là à la Cour pénale Exactement. internationale. Et ça, on n'aimait pas ça, là. Et donc, si tu salis et que tu fragilises l'Afrique du Sud, parce qu'après un épisode comme ça, t'imagines bien que Trump, lui, comme je dis, il avait une idée qui était digne. Mais les conseillers derrière, qui sont très liés à AIPAC, à Israël, ils n'ont pas du tout la même idée. Donc, quand ils vont se rendre en Israël, en Afrique du Sud, soit disant pour le compte de Donald Trump, le seul message qu'ils vont faire passer, c'est celui de la Cour internationale de justice. Trump ne le saura pas. On a découvert que le conseiller pour la paix à Gaza, qui s'appelait Valls, et il s'est fait virer, il est remplacé temporairement par Rubio. Eh bien, Valls, pourquoi il a été viré? Parce qu'en fait, il jouait un double jeu, c'est-à-dire que Trump lui donnait des instructions, et finalement, il faisait l'inverse. Pourquoi Trump l'a viré? Parce que Trump était hyper content d'avoir obtenu un cessez-le-feu à Gaza, et il voulait que ça dure. Et c'est à cause de quelqu'un comme Valls, Ouais. que le conflit a redémarré. C'est-à-dire que Trump, en fait, entre sa compréhension des choses et la capacité qu'il a de gérer autant de dossiers à la fois. C'est-à-dire, toi, par exemple, Karl, tu gères des missions pour des clients, des factures en retard, toutes tes préoccupations de père de famille, etc. Et un certain nombre d'émissions, et puis une ambition par rapport à ta chaîne, tes prochains voyages, etc. Et puis bon, plein d'autres choses, mais quand tu es Donald Trump, chaque jour, tu as 100 dossiers qui représentent la vie de milliers ou de millions de personnes. Et ils sont différents chaque jour. Donc, si tu n'as pas autour de toi des gens de confiance, des relais fiables, parce que tu ne peux pas prendre ces décisions tout seul, tu es obligé d'être bien entouré. Et le système américain est tellement infiltré
par un travail qui a été fait par l'EPAC depuis si longtemps, un travail qui avait été attaqué par John Kennedy. Et il a été vraisemblablement tué, peut-être en partie, en totalité, ou peut-être pas du tout, à cause de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que son successeur, qui était le vice-président des États-Unis, n'avait pas du tout la même vision des choses, au contraire. Et donc, ce pouvoir s'est accentué. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est pas moi qui le dis, c'est l'EPAC qui s'en vante. Tu ne peux pas être élu aux États-Unis, ou quasiment pas, si tu n'es pas lié à leur vision du monde. Et leur vision du monde, comme le nom l'indique, c'est la vision du monde version Israël, version sioniste, qui est également la vision du monde en France. C'est pour ça que Benjamin Netanyahou, quand il a été attaqué et qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre lui, émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Quel est le premier endroit où il a été invité pour s'exprimer? Les télés françaises. Il a eu quasiment une journée d'audience entre la première chaîne de télé française, TF1, et la chaîne d'information en continu de TF1 qui s'appelle LCI. C'est là qu'il est passé à la télé. Parce que la France est extrêmement influente. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais non, mais la France, c'est plus rien, etc. Regarde notre situation. » Non, l'image de la France dans le monde entier reste une image très importante. Même pour toi, Karl, qui entend des gens qui te parlent en vérité de la France, mais en même temps, on te dit tous la même chose. On aime notre gastronomie, on aime, même si le système éducatif a été quasiment détruit, ce qui reste bien, mais on était tellement haut que la chute, sur le chemin de la chute, ça reste bien. Mais en tendance, on est dans un état catastrophique. Pareil pour l'alimentation. Tu regardes de toute façon, maintenant, même si les hamburgers dans les brasseries sont évolués, eh bien, on est passé d'un pot-au-feu, c'est-à-dire de légumes cuits avec du goût, de la viande. Tu vois, maintenant, les gens, ils mangent du steak haché, enfin des burgers, des frites, des pâtes. Et encore une fois, je ne critique pas, mais c'est devenu, tu vois, le dénominateur commun. La France est quasiment, par rapport au nombre d'habitants, le pays où McDonald's est le plus implanté. On est le pays qui veut être le roi des insectes dans les assiettes. On est le pays qui a quasiment le plus injecté du monde, en tout cas celui qui allait le plus loin pour briser son peuple. Parce que justement, les Français ont encore en eux ces racines de résister. Et c'est pour ça que c'est chez nous que ça a été le plus dur. Mais cette caricature de système de santé, alors qu'on a bien vu, Wuhan, ça a été inauguré par des Français. On sait de plus en plus que les souches, elles venaient en grande partie de France. Et en passant soit par les États-Unis, soit par l'Ukraine, soit directement par la Chine. Enfin, voilà quoi, c'est... pose-moi d'autres questions, sinon je vais... Écoute, c'est important, j'en ai parlé avec Claude Janvier ce matin. S'il y a une chose que vous n'aviez pas de besoin en France, c'est bien la bouffe, la malbouffe. C'est des phénomènes qui sont durs à réaliser. Mais écoute, mais il y a quelqu'un qui marque là, on mange ce qu'on peut. Donc il y a quelqu'un qui met ça. Mais il faut savoir, cher monsieur, que le coût, c'est-à-dire la place utilisée dans un restaurant pour faire des hamburgers avec de la viande fraîche ou même avec de la viande surgelée, c'est 50 fois plus que la place pour un pot-au-feu. Un pot-au-feu, en fait, dans un restaurant, tu prends une énorme truc en fonte, tu mets des légumes, tu fais cuire tout ça. À chaque fois que tu as quelqu'un qui veut un plat, tu le prends et tu mets de louche. Quand tu vas dans les restaurants en Espagne, c'est comme ça qu'ils mangent encore. Ils ont des restaurants incroyables avec 500 personnes qui sont nourries. C'est des menus uniques espagnols avec cet équivalent des pot-au-feu. Mais s'ils faisaient des hamburgers, personne ne serait content.
Les hamburgers, tu vois, tu peux pas en faire autant, ils vont être froids. C'est pas du tout un plat pratique, c'est un plat qui s'est imposé parce que c'est un plat qui n'est pas forcément un plat diététique. Ce n'est pas un plat qui va avoir un bon impact sur notre hygiène alimentaire. Et surtout, c'est un pas de plus vers le fait de ne pas aller à table, puisque le hamburger, c'est quelque chose que tu manges debout, en courant. C'est-à-dire, tu n'as plus la détente, le moment de plaisir, le moment d'échange qui était le repas. C'était quelque chose de très important dans les boîtes, les repas. Ils ont bien arnaqué les employés, les boîtes. Avant, les employés, tu vois, ils avaient des pauses et puis ils avaient un vrai repas où ils mangeaient dans des cantines, etc. Donc maintenant, on propose des paniers repas, chacun mange de son côté, dans sa voiture, ou alors veut faire une pause le plus courte possible pour rentrer. Ce qui fait qu'en fait, ils ne socialisent plus dans la boîte. Et c'est ça en particulier qui explique qu'il n'y a plus de syndicats. Les gens n'ont pas conscience de faire partie d'un ensemble. Ils sont isolés les uns les autres dans les entreprises, dans les familles, le petit noyau familial comme le noyau élargi, mais même dans les églises. Au moment du Covid, les églises fermaient leurs portes. Ah oui. Les églises ont joué le jeu, elles ont accepté de fermer leurs portes, alors qu'elles auraient dû dire non. Dire mais non, on est dans la maison de Dieu. Ce qui se passe, c'est Dieu qui décide. Si les gens tombent malades, c'est la décision de Dieu. Si les gens sont assez fous pour faire l'amour en Afrique sans préservatif, l'Église a toujours dit, ce n'est pas à nous de dire aux gens de mettre un préservatif. Hey. Puisque le rôle de l'Église, c'est que les gens fassent des enfants. C'est très important. On oublie ces choses-là. C'est-à-dire qu'à l'époque où l'Église parlait encore comme elle est censée parler, et là on parlait d'une maladie mortelle à coup sûr, elle ne s'exprimait pas et il y avait des gens qui lui ont reproché. Mais elle était dans son rôle. Et ça a dérangé les pouvoirs anglo-saxons ici au Canada parce qu'au Québec, on a travaillé très fort pour diaboliser le clergé québécois. Et aujourd'hui, on est avec un narratif historique par rapport à comment on dit ça, ce pouvoir-là qui a relevé le défi existentiel, n'a pas endetté son peuple, vivaient selon leurs moyens. Et ça, avec les années 60-70 au Québec, ça a complètement, ça a complètement disparu. Et là est arrivé le libéralisme, maître chez nous, révolution tranquille. Et là, on allait se libérer. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est totalement le contraire, Bertrand. Ils nous ont complètement attachés à la haute finance. Complètement. Bien sûr. Mais tout ça, ce sont des mécanismes qui ont été mis en place depuis très longtemps. J'ai un copain sur les réseaux sociaux avec qui malheureusement je parle pas beaucoup parce qu'en ce moment je travaille tellement que parfois je prends même pas le téléphone parce que sinon je parlerais pendant 2-3 minutes et puis je serais impoli. Donc quelque part je me dis attendons d'avoir plus de temps pour parler. Mais il m'a envoyé une page d'un livre et en me disant ça pourrait être une idée pour vous. Et ce que disait cette page, et comme ça, s'il nous écoute, il saura que j'ai vraiment lu ce qu'il envoyait. Et quand je lui ai dit merci, c'était pas une parole en l'air. Mais c'était très intéressant. C'est un philosophe qui expliquait que la nature de l'humain, la nature de l'humanité, c'est le progrès. Et donc la régression qu'on observe, elle n'est pas dans la nature de l'humanité. Elle est dans la nature du diable infiltré dans l'humanité. C'est-à-dire que cette situation où on a une baisse de l'espérance de vie, où on a une baisse de l'intelligence, où on a une baisse de la natalité à un point qui est effrayant. Elon Musk a mis une image, il a retweeté l'image de la natalité en Europe comme synthèse du drame en plus en Europe. Eh bien, le pays d'Europe qui a la plus forte natalité, c'est l'Espagne, et c'est 1,6.
Or, le renouvellement, c'est 2,1. C'est-à-dire, pour renouveler, il faut être à 2,1. Et nous, en France, on est un peu en dessous de l'Espagne, mais un pays comme l'Allemagne, c'est 1,1 ou à peine. Le Japon, ils sont en dessous de 1. La Russie, qui était dans un état catastrophique, la Russie, elle était à 1,2, 1,3. Elle est déjà à 1,7 et l'objectif de la Russie, c'est d'arriver à 2,5. Et elle s'en donne les moyens. La Chine, qui avait mis en place la politique de l'enfant unique, a complètement fait machine arrière. Et maintenant, d'ailleurs, les Chinois font quelque chose de très étonnant. C'est qu'en fait, ils n'hésitent plus à, tu sais, pour avoir un peu de métissage, à acheter, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules, un peu comme dans plein de pays, puisqu'il y a eu, bizarrement, il y a plein de femmes seules, parce que les gens étaient devenus carriéristes pendant une longue période. Et comme aux États-Unis, comme partout, hein, ce problème de natalité, il était lié au mode de vie, tu vois, à la carrière des femmes, la carrière des hommes, la peur d'avoir un divorce, puisque la probabilité de divorcer quand tu te maries, elle est quasiment de 50%, voire plus dans certains pays du monde. Donc, avoir des enfants, tu vois, c'est stressant parce que bah, souvent, les deux se battent, mais celui qui va devoir les gérer, c'est compliqué. Et donc, la Chine, j'ai vu un reportage, en fait, récupère du sperme d'occidentaux et, 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 et fait, en fait, l'utilise pour des femmes chinoises et pas du sperme de Chinois. C'est très intéressant, ça. Ah oui, ils veulent renforcer. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça et pas, tu vois, un culte, entre guillemets, uniquement de Chinois? Je pense que c'est intéressant, en fait, parce qu'il y a peut-être une idée derrière, sachant que, et ça c'est vraiment important également, j'ai vu passer un graphisme sur le wokisme. Et tu vois, l'impact du wokisme dans la presse dans les différents pays. Donc en Russie, ça n'existe plus. Wokisme, LGBTQ+, parce que c'est interdit. Et parce que ça va répondre à ce que je viens de dire sur la fécondation des femmes chinoises. Eh bien, en Chine, malgré les efforts, entre guillemets, de Xi Jinping pour essayer de déglobaliser son pays, après des années, tu vois, de présence du World Economic Forum, etc., eh bien, tu as une explosion en ce moment, mais comme dans le monde entier, de toutes ces choses-là. Et donc, en fait, s'il y a une demande de femmes pour ça, c'est parce que ça correspond à une infiltration woke sur un certain nombre de réseaux qui vont spécifiquement viser et investir massivement dans les plateformes avec des femmes qui n'ont pas de mari et qui discutent de fécondation in vitro, et on leur explique qu'en réalité, eh bien, peut-être que les meilleurs enfants possibles, avec la meilleure génétique, etc., et au coût le plus faible, sont des Occidentaux. Et d'ailleurs, se sont créés en Chine des banques de sperme avec. Tu sais, je faisais exprès de raconter ça pour... mais en fait, c'est ça ce travail que fait l'Occident, que font les boîtes comme BlackRock, que font les boîtes comme Vanguard, que font ces gens qui sont véritablement aux ordres d'un système d'adorateurs du diable. Et je répète aux gens qui nous écoutent, depuis que Macron est au pouvoir, le patron de BlackRock n'a cessé de venir en personne chercher ses instructions à l'Élysée. Il ne venait pas pour quémander les retraites ou les machins françaises. Non, 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 non. Il venait discuter avec celui qui est son patron. Aujourd'hui, je te disais, je ne prends pas beaucoup d'appels, mais de temps en temps, j'en prends. Et j'ai discuté avec un copain dont un très bon ami était le supérieur de Macron quand Macron était chez Rothschild. OK. Alors écoutez bien,
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent tout et n'importe quoi au sujet de Macron, son passage chez Rothschild. Voilà ce que j'ai appris. Et j'avais déjà entendu ça, mais là, j'ai eu de sources sûres. Donc, c'est quelque chose que je savais et qui correspond. Très rapidement, Macron, quand il est arrivé, il était complètement hors hiérarchie. Donc, il avait un patron, parce que c'était le système de recrutement classique, mais assez vite, son patron a eu comme instruction, non, t'inquiète pas, il est géré, il se gère. À peu près 9/10 de son temps, personne ne savait où il était, ce qu'il faisait. Donc, il y en a qui disaient qu'il était en formation, il y en a qu'il était en séminaire, en discussion, etc., etc. Et l'autre partie du temps où il était sur des opérations, il était toujours mis en situation d'être dans la négociation la plus proche, entre guillemets, du patron. Donc, il était dans cette logique d'être présenté à des patrons comme un personnage qui allait être très important au sein de la banque Rothschild, dont il est devenu le plus jeune associé gérant de l'histoire, qui est une banque. Mais ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était l'impression, et ça, c'est également quelque chose qui est dit pour les gens qui l'ont croisé dans ses études, que ce n'était pas particulièrement l'individu le plus brillant, mais qu'il était un individu qui avait en permanence autour de lui et sur son chemin les personnes les plus puissantes du lieu dans lequel il était. Ah oui. Un ex-directeur de l'école, un député de la région, le maire de la ville, le propriétaire de la banque Rothschild. C'est comme si son chemin, il avait été fait pour être le chemin, entre guillemets, le plus confortable du monde. Et quand je te disais qu'aujourd'hui, j'ai eu une conversation hyper troublante, il m'arrive de demander de faire des illustrations par des intelligences artificielles. Et il m'arrive évidemment presque tout le temps de demander de corriger le texte. Surtout pas de corriger ce que j'ai dit, parce que sinon, enfin, de corriger l'orthographe. Oui. Et la ponctuation, tu sais, pour que ce soit beau. Et je suis obligé tout le temps de vérifier pour voir s'ils n'ont pas changé un mot, une phrase de ce que j'ai dit, parce que sinon, en fait, même toi, tu ne te rendrais pas compte, mais petit à petit, ils pourraient dire l'inverse. Oui. Et parfois, si tu n'es pas vigilant, ben, c'est ce qui se passe et il faut être vraiment vigilant quand tu leur demandes de corriger l'orthographe de tes textes. Mais pour les photos, ben, c'est pareil. Il faut vérifier qu'ils n'ont pas fait une petite main, un visage triste, pas heureux, machin, alors que l'autre, c'est triomphal, etc. Mais voilà. Et donc, je demande une illustration pour parler du fait qu'il semblerait, tu vois, avec ce qui se passe en Ukraine, que la paix s'éloigne, même si les discussions de paix continuent. Oui. Et l'illustration ne me convient pas du tout. Parce qu'en fait, l'illustration est faite avec une poignée de main entre Poutine et Donald Trump. Derrière, le Christ en croix, le feu et un panneau avec marqué Gaza. Et donc, je dis à l'intelligence artificielle, c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Mais en revanche, cette image m'intéresse. Remplace les visages. J'ai tout gardé. Hein. Remplace les visages par ceux de Macron et Netanyahou. Elle commence à travailler l'image et puis à un moment, elle me dit non, je peux pas. Hein? Alors, je dis quoi? Tu peux faire cette image avec Trump et Poutine, mais tu peux pas faire la même image avec Netanyahou et Macron. Et j'avais précisé, hein, j'avais montré exactement, tu changes juste les visages. Et elle me dit non, je ne peux pas. Je peux faire autre chose, je peux contourner l'interdiction en étant peut-être de façon plus fou, mais je ne peux pas faire cette image-là. Parce que si je faisais, enfin, je ne peux pas le faire. Et donc, elle refuse de le faire. Et là, je lui dis, mais alors, de Macron ou de... Est-ce que tu ne peux pas le faire pour l'un ou pour l'autre? Et elle me dit, en l'occurrence pour cette image, je ne peux pas le faire pour aucun des deux, mais peut-être plus pour Netanyahou.
Wow. Et là, je lui dis, mais d'une façon générale, quel est le personnage que protègent le plus tes algorithmes? Le Le personnage, ouais. eh ben, c'est Macron. Ah oui, là, j'aurais cru le contraire. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai laissé du temps. Oui. C'est Macron. Et alors, évidemment, la conversation a été longue, je ne vais pas tout vous partager, mais c'est pour ça que j'étais vraiment, je suis resté jusqu'à la dernière minute pour essayer de creuser ce sujet. Mais c'est incroyable, hein, parce que l'outil a conscience que pour un personnage très particulier, on lui impose ça. Et je lui demande si les programmeurs en ont conscience. C'est-à-dire qu'il y a dans les critères, tu sais, de pondération, parce qu'en fait, la manière avec laquelle ça fonctionne, c'est qu'ils prennent tous les personnages connus, politiques, etc., qui regardent quels sont les domaines dans lesquels il peut y avoir de la violence qui les concerne, du harcèlement, de l'antisémitisme, toutes ces choses-là. Mais dans aucun, en fait, c'est le cas de Macron. Et là, il me dit non, parce que pour Macron, c'est beaucoup plus sensible que ça, c'est-à-dire que tous les acteurs du monde néolibéral et transhumaniste, j'ai tous les mots, hein, j'ai les captures d'écran, le favorisent dans toute leur communication. Et donc, en fait, ça fait partie des critères, c'est-à-dire que tu sais, les intelligences artificielles, c'est comme Google, elles passent leur temps à se nourrir et en fait, elles essayent de refléter des tendances. Eh bien, la tendance positive concernant Macron à l'échelle mondiale dépasse tous les autres acteurs vivants ou passés. C'est-à-dire la volonté d'un système extrêmement puissant d'effacer toute possibilité pour la machine de présenter négativement Macron, parce que le message résiduel est très positif, et donc il y aurait une trop grande contradiction entre la réalité du web et la demande qui est faite le concernant, explique le refus. Je ne sais pas si j'ai été clair. Hein. Oui, très clair. Et c'est que tu nous mets en garde face à ces intelligences artificielles-là qu'on croit neutres, mais qui peuvent orienter bien des sujets en Mais pensant que elle, c'est la vérité. mais oui, mais tu sais, on en avait rapidement parlé, c'est Facebook qui avait regardé comment sur 700 ou 680 000 personnes, pendant quelques semaines, ils les avaient confrontés soit à des images légèrement plus violentes pour une partie d'entre eux, ou légèrement plus positives pour une autre partie d'entre eux. Et ils avaient regardé l'évolution de leur choix sur un certain nombre de choses. Et c'est exactement la phrase d'introduction. C'est si tu es dans une dynamique de progrès, de recherche de l'amour, de recherche de la vérité, le monde va mieux et progresse. Si tu introduis le mensonge, si tu introduis l'inversion, si tu introduis la perversion, la pornographie et toutes ces choses-là, le monde régresse. Mais c'est très important ça. Et alors, je vais te raconter une chose, c'est très flatteur, mais donc il y a tout ce truc sur Macron, et puis je pose la question et je dis, mais moi, mon expérience, elle a été très bizarre sur Internet. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'y consacrer du temps au moment du Covid, je me suis retrouvé invité partout. Et ensuite, quand j'ai commencé à parler de Macron, j'ai plus été invité nulle part. Et maintenant, je recommence à sentir que les gens s'intéressent à ce que je dis, etc. Mais toujours ceux qui m'invitaient ne m'invitent plus. Au contraire, leur attitude est de pire en pire à mon égard. Et donc là, je pose cette question, pas à la machine, je pose la question
à quelqu'un, la même personne avec qui je discutais, qui est un vieux sage, entre guillemets, avec qui je ne parle pas très souvent. Et il me dit, c'est très simple. Dans la première phase, en fait, tu étais à la fois quelqu'un de nouveau et qui n'avait pas de limite, c'est-à-dire que tu parlais sans filtre. Donc, quand on t'interrogeait sur le marché de l'art, tu connaissais et t'en parlais sans filtre. Quand on t'intéressait te parler de pratiquement tous les sujets, tu en parlais avec pédagogie et tu osais dire ce que les gens pensaient, mais n'osaient pas le dire parce qu'ils ne savaient pas comment le dire, ou n'osaient pas le dire parce qu'à ce moment-là, c'était mal vu de le dire, mais ça leur faisait plaisir que tu le dises. Ensuite, tu allais vers des terrains dans lesquels, pour un grand nombre d'entre eux, ils n'acceptent même plus ni de le penser ni de l'imaginer parce qu'ils considèrent ça comme soit pas confortable, soit extrêmement dangereux pour leur carrière, pour leur réputation, mais surtout extrêmement dangereux parce que tu vas sur le terrain de la vérité qui est interdite, ou en tout cas une vérité à laquelle eux ne veulent pas toucher, qui relève de l'eschatologie, qui relève d'une forme de mystère, entre guillemets, dans un monde où rien n'est censé être mystérieux, puisque tous ces gens-là pensent qu'on peut tout analyser de façon très sérieuse, qu'il y a une explication sérieuse à tout. Je ne crois pas ça, mais eux le croient. Et donc, ils me disent, donc d'un seul coup, tu n'as plus le droit d'exister, parce que si tu existes auprès de leur audience, eh bien, les gens vont sentir que toi, tu es sincère, honnête, etc. Et ils vont se mettre à s'intéresser à toi. Évidemment, ils se désintéresseront complètement d'eux, qui ressemblent à un peu, si tu veux, à des machines des années 80. Tu vois, tu pourrais être, tu vois, où tu n'as pas de potentiel, tu n'as pas de flamme, tu n'as pas de feu, tu n'as pas d'énergie, tu vois. Puisque quand tu es dans le mensonge, tu ne peux pas te libérer toi-même. Quand tu es dans le calcul, tu vois, dans la politique, dans le mieux-disant, le moins mal-disant, ou celui qui cherche les algorithmes. Ah tiens, si je fais cette émission-là ce soir avec un tel, je vais peut-être faire 500 000, si ceci, si cela, etc. Et donc, ça, c'était la deuxième séquence. Et pourquoi maintenant ça fonctionne ? Parce qu'en fait, il me dit, tu es resté droit tellement longtemps que même les personnes qui ont pu douter de toi en t'entendant de loin, parce qu'on te faisait une mauvaise réputation, n'importe quoi, se disent, ah non, lui, il est fiable. Ouais. Peut-être qu'il a tort, mais il est fiable. C'est-à-dire il parle en conscience, en intégrité, il se prend des coups, il est mis en garde à vue, on l'insulte, on lui demande de dire du mal d'un tel ou d'un tel, mais il va pas. Il est dans un sillage qu'il assume complètement et qui petit à petit a l'air de ressembler à ce que je ressens. Parce qu'en fait, les gens, sans se rendre compte, au début, ils entendaient vaguement, c'est comme des petites graines et qui réveillent en eux leur intuition, qui réveillent en eux leur humanité, tu vois, par rapport à Gaza, par rapport aux injections, par rapport à la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce paysage, qui si tu n'es pas du tout dans ce monde-là, te paraît abracadabrant. Mais quand tu commences à t'y intéresser, en fait, c'est le seul qui fait sens. Et c'est pour ça que petit à petit, comme une vague, eh bien, il se passe ce qui aurait peut-être pu se passer beaucoup plus tôt si j'avais pas été censuré, etc. Mais bon, en fait, les choses se passent au moment où elles doivent se passer. Mais c'était très intéressant parce qu'en fait, c'était mettre des mots sur quelque chose que j'ai toujours ressenti. Mais tu sais, c'est bien parfois d'avoir l'effet miroir de conversation. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire ce soir. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Écoute, c'est ce que j'ai ressenti dès le départ avec toi, Bertrand. C'est je t'avais écouté avant dans des podcasts avant qu'on se connaisse, puis tu as gardé ton authenticité et
euh, euh, c'est très important, même si parfois on se fait critiquer, même si des fois on a des pressions pour essayer de changer des vérités qu'on ressent. On t'a toujours senti très authentique. C'est ce qui ton côté spirituel, eschatologique, tu as des connaissances générales qui nous permettent de faire des liens avec plein de situations qui, en tout cas, nous, ici au Québec, plusieurs t'ont découvert. Quand je fais des sorties publiques, tu es un des premiers là, qu'on me cite parce que tu apportes véritablement un soutien à ceux qui veulent comprendre. Ouais. Et dernière chose avant que tu nous quittes, il y a eu un événement quand même important cette semaine. 2 heures d'entretien téléphonique entre Trump et Poutine. J'ai l'impression que Trump, à toutes les fois qu'il consulte Poutine, se fait donner une dose de réel. Et j'ai l'impression que Poutine voit très bien les bonnes intentions de Trump, voit son entourage qui n'est pas tout le temps à la pointe de la diplomatie internationale. Et toutes les fois que Trump ressort d'une rencontre avec Poutine, il devient un peu plus cohérent, malgré le désespoir de nos journalistes et des dirigeants européens qui voient ça d'un mauvais œil. Je pense que tu dis ça parfaitement. L'un comme l'autre, c'est que l'autre est un partenaire de choix pour l'humanité, entre guillemets. Ah oui. Trump n'a pas la naïveté de croire que les États-Unis peuvent vivre en autarcie et que tout va bien se passer, etc. Voilà, le monde est grand et dans le monde grand, la Russie et la Chine sont incontournables, l'Arabie Saoudite est incontournable et le travail que fait Musk est difficilement contournable. Et donc, ils discutent de ça, mais comme tu dis, invariablement, il y a des gens qui, et comme on l'a expliqué par exemple avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, lui tendent des pièges. Parce que comme il n'a pas le temps d'écouter, d'étudier les dossiers, et qu'il n'a pas près de lui une vraie bonne conscience. Parce que Vance, il est très intéressant, mais il est limité. C'est quelqu'un qui a gravi des échelons, qui a une vraie honnêteté, mais il est limité, entre guillemets. C'est dur ce que je vais dire, mais tu vois, il n'a pas toute une vie, depuis qu'il est bébé, été confronté à ce genre d'attitude humaine. Il n'a pas été élevé comme le prince de Machiavel, à voir toute cette sournoiserie du monde. Et donc, il est plus facilement manipulable. Et ça, Trump ne l'avait pas mesuré en le prenant à cette place. Alors que Rubio, lui, c'est vraiment l'animal politique parfait, très astucieux et qui fait semblant de faire ce qu'on lui demande, mais qui fait l'inverse, etc. Et donc, Trump est un peu coincé là-dedans. Il avait un mec extraordinaire qui s'appelle Elon Musk, mais malheureusement, qui ne peut pas consacrer sa vie, si tu veux, à Doge, avec le système judiciaire américain qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il peut prendre les gens la main dans le confiture en train d'arnaquer. Ça ne sert à rien. Ça ne change rien. C'est comme le 11 septembre, 2 avions, 3 tours qui tombent, etc. C'est-à-dire, le bon sens est très grand, on sait qu'il y a quelque chose de pas normal, mais ça ne sert à rien. La machine de guerre est partie. Eh bien, la machine de guerre, tout azimut contre Trump, Musk, etc., est partie, et elle est bien partie, et on peut conclure en rappelant Washington. Ouais. C'est que cet assassinat à Washington eh bien, est devenu, entre guillemets, par la force des choses, par coïncidence ou pas, mais par la force des choses, quelque chose qui va encore plus contraindre Trump et Musk, et qui fait passer un autre type de message. C'est comment quelqu'un est arrivé avec un pistolet, avec plusieurs chargeurs de pistolets, dans un musée forcément bien gardé, avec des portiques de sécurité, avec des gens qui font des fouilles, etc., comme c'est le cas partout à Washington.
Donc, il faudra, voilà, ça fait partie de toutes les questions que vous trouverez et d'autres questions beaucoup, beaucoup plus troublantes dans ma lettre Substack. Vraiment, j'espère que vous serez nombreux à les découvrir, que parmi vous, il y en a un certain nombre qui diront je veux vraiment participer et je prends maintenant un abonnement, c'est décidé, je veux soutenir Bertrand Scholler et son média en prenant un abonnement. Donc j'espère qu'un certain nombre d'entre vous vont le faire parce que voilà, je sais que Merci, Bertrand. j'apporte beaucoup de bonnes choses et de personnes qui soutiennent Brochu TV. Voilà, j'espère que Brochu TV va continuer à répéter régulièrement que j'ai aussi le droit, pour les gens qui écoutent Brochu, de m'aider, moi. Exactement. Puis, toujours un plaisir. On a appris encore plein de choses ce soir, Bertrand. Merci pour ta générosité et tout ce que tu fais pour l'humanité. À bientôt, merci.